Bien. Mes chers collègues, on va commencer, après si on sera rejoint par d'autres collègues. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Nicolas Dufour, directeur général de Bpifrance. Merci, monsieur le directeur général, d'être avec nous ce matin pour échanger sur les thèmes de travail de la délégation aux entreprises, en particulier nos 2 missions d'information en cours. La première sur le financement de l'entreprise de demain. On ne pouvait pas passer à côté de Bpifrance sur le sujet, qui est conduite par Pauline Martin, Pierre-Antoine Lévy et Fabien Gay. La seconde sur le thème d'entreprise et climat, qui elle est conduite par Lauriane Jossande, Brigitte Deveza et Simon Uzena. Je rappelle que Bpifrance a connu des résultats qualifiés d'historiques en 2023, après avoir injecté 63 milliards de financement et de garanties dans l'économie française. Vous avez financé l'innovation à hauteur de 10 milliards, contre 700 millions 10 ans plus tôt. Et vous avez annoncé un investissement de 5 milliards d'euros en faveur de l'intelligence artificielle dans les 4 prochaines années. Vous estimez à 100 000 le nombre d'entreprises aidées directement ou indirectement. Enfin, Bpifrance est considéré comme le premier investisseur européen en capital investissement. Pourriez-vous tout d'abord situer l'action de Bpifrance parmi le paysage européen des banques publiques d'investissement ? Nous entendons souvent qu'il s'agit d'un modèle qui est regardé de près par nos voisins européens, car particulièrement complet et intégré. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui fait la spécificité du champ de votre action en matière de soutien aux entreprises ? Quelle évolution de votre doctrine, le cas échéant, envisagez-vous au cours des prochaines années ? Par ailleurs, nous savons que nous nous orientons vers des arbitrages budgétaires serrés au cours des prochaines années, considérant le niveau de la dette publique et sa trajectoire. Le gouvernement cherche près de 50 milliards d'économies. C'est l'estimation par la Cour des comptes des économies nécessaires d'ici à 2027. Dans ce contexte, vous attendez-vous à ce que les dotations à Bpifrance, qui sous-entendent certaines activités comme la garantie de prêt bancaire, fassent l'objet d'un rabot dès le prochain projet de loi de finances ? Quels sont les dispositifs de soutien aux TPE-PME qui vous paraissent particulièrement exposés ou qu'il faudrait sauvegarder en priorité ? Je rappelle que la délégation aux entreprises s'est toujours efforcée d'accorder ses travaux en accordant une attention particulière aux TPE, PME et ETI. J'ajoute que cette question de la diminution des aides est primordiale alors que la transition climatique est une priorité de l'action publique. Comment accompagner les entreprises dans la durée si l'aide publique est fréquemment régulée, c'est-à-dire supprimée ? Au-delà du nombre et des montants des aides, se pose la question de leur lisibilité. En effet, la revue des seules aides à la transition écologique des entreprises, élaborée par l'Inspection des finances en 2023, a recensé 340 dispositifs dont la complexité est unanimement dénoncée par les entreprises. Comment simplifier pour plus d'efficacité ? La simplification est certes plus que jamais d'actualité, compte tenu de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique dans les prochains jours au Sénat, mais elle a toujours été le fil conducteur de la délégation. Je ne développerai pas davantage, car ensuite les rapporteurs des 2 missions d'information vous poseront des questions et d'autres collègues sénatrices et sénateurs. Je vous propose donc de débuter, monsieur le directeur général, par un propos liminaire d'une vingtaine de minutes, pour passer ensuite aux échanges avec les membres de la délégation. Je rappelle que cette audition est diffusée sur le site internet du Sénat. Monsieur le directeur, la parole est à vous, en vous remerciant encore. Mesdames et messieurs les sénateurs, enchanté de pouvoir m'exprimer ici ce matin sur ces sujets, en effet, qui sont notre vie quotidienne. Beaucoup de choses à dire, et donc je vais essayer d'être synthétique. On a un plan stratégique, on va commencer par ça. Ce plan stratégique qui a été validé par notre conseil d'administration en juillet et en septembre 2023, que nous allons réactualiser maintenant. Il prévoit 2 grandes priorités pour la banque. 2 grandes priorités pour la banque dans les années 2025-2020. Donc 2023, c'est 2028, et maintenant on décale d'1 an, donc 2025-2029, qui sont la décarbonation du tissu productif français, le plan climat, et la réindustrialisation de la France. Dans les 2 cas, il s'agit de mettre 35 milliards dans le on va appeler ça le business plan, le plan à moyen terme, tel qu'il était présenté et validé. Ce sont des milliards additifs. Hein, c'est 35 sur la réindustrialisation, plus 35 sur la décarbonation.
Alors, pour ce qui est de la décarbonation, les 35 milliards, ils vont dire beaucoup du financement des parcs éoliens photovoltaïques en crédit, puisque nous sommes le leader français du secteur bancaire dans le financement des infrastructures de la transition énergétique. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être peu connu. La banque numéro 1, au top du podium de toutes les banques françaises pour financer les parcs photovoltaïques, éoliens à terre et en mer, c'est la BPI. Et ça représente, ça dépend des années, mais entre 1,6 et 2 milliards d'euros de crédit par an. Voilà. Ensuite, on finance massivement l'innovation, naturellement, avec des gros blocs, qui sont les blocs de France 2030, subventionnels ou quasi subventionnels, avec des avances remboursables, notamment pour financer les gigafactories de batteries et d'hydrogène, hein, et qui représentent à chaque fois des centaines de millions d'euros, voire plus, au cas particulier du dossier Prologium, qui est inscrit dans la programmation des années dont je viens de parler. Et vous avez également le financement de tout l'écosystème de start-up industrielles vertes, le financement de tout l'écosystème de start-up green tech, issus des universités françaises, sachant que, peut-être vous en souvenez-vous, mais nous avons lancé en janvier 2019 un plan dit le plan Deep Tech, qui est un plan destiné à encourager les chercheurs à créer des startups, avec un objectif qui était d'engendrer 500 startups Deep Tech par an. Nous sommes à 360 maintenant, hein, et on est parti à l'époque avec un tout petit chiffre qui était inférieur à 100. Donc ce plan, il fonctionne. Et la bonne nouvelle, pour ce qui est de la transition climatique, c'est que les chercheurs sont particulièrement intéressés par le sujet du climat. Et donc on a une proportion très importante de green tech dans le plan deep tech, et ceci se traduit dans les chiffres. Alors il y a également la garantie. Nous avons un métier de garantie qui est très important, on va y revenir, et nous avons au printemps 2024 lancé la garantie verte. Et cette garantie verte, elle consiste à faire payer une commission de garantie plus faible dès lors que le prêt garanti finance une infrastructure, un changement, un investissement qui est centré sur la transition climatique. Ça représente des montants élevés, hein, en volume de crédit à la fin. Et puis nous avons l'accompagnement. L'accompagnement qui est devenu une division très importante de la BPI. Bon, c'est la division conseil de la BPI en réalité. Hein, et donc ce sont à peu près 1500 consultants et bureaux d'études, et qui sont des privés qui travaillent pour nous, que nous payons et que nous envoyons dans les PME françaises. Ça, c'est très efficace. Donc je veux insister sur ce point-là parce que, au fond, nous avons proposé, et l'État nous a demandé de faire un porte-à-porte de masse des PME françaises pour les rendre conscientes du risque climatique et les mettre en transition, en commençant en général par un bilan carbone et un diagnostic de décarbonation. Et ce porte-à-porte de masse, il a largement commencé. Hein, donc il s'agit de couvrir en quelques années 20 000 PME françaises. Alors, rien que sur l'année 2024, nous allons faire pas loin de 4 000 diagnostics climat dans les PME françaises. Hein, donc c'est une grosse machine maintenant. C'est une grosse machine qui est en plein déploiement, avec tout ce qui fait, je pense qu'on peut dire, le côté très opérationnel de la BPI en exécution des politiques publiques, hein, c'est-à-dire nos 55 agences locales, la formation méthodique de tous nos chargés d'affaires, l'inscription dans leur part, dans leurs objectifs commerciaux et dans leur part variable, et bien de ces fameux objectifs de porte-à-porte de masse du plan climat, et ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne même très très bien. Hein. On fera donc 3700, 3800, peut-être pas loin de 4000, je répète, bilan carbone en 2024, de sorte que le premier acteur français à faire des bilans carbone dans les PME, c'est la BPI. Voilà. Alors je vais sur les contraintes budgétaires. Les contraintes budgétaires, elles sont là, incontestablement. J'étais pas plus tard que hier après-midi à Bercy encore pour en parler. On a dû se serrer la ceinture sur le programme 134. Et puis sur un certain nombre de lignes qui sont des lignes d'equity en particulier, mais qui concernent plus le programme Quartier 2030.
on n'est pas sur des réductions, on va dire, considérables à l'échelle du problème. On parle de dizaines de millions d'euros, hein. Mais ces dizaines de millions d'euros ont des effets multiplicateurs très importants, hein. Donc c'est ça qu'on essaie de signaler, sachant que je voudrais préciser que on est totalement solidaire, hein, de l'objectif de réduction du déficit budgétaire et de la dette publique française. Enfin, je pense que mes collaborateurs le savent. Moi, c'est une obsession personnelle. Les dirigeants ont plus ou moins des cultures budgétaires. Moi, j'affirme avoir une culture budgétaire, ne serait-ce que parce que j'ai commencé ma carrière comme responsable du financement de la sécurité sociale à avenue de Ségur. Donc je vois bien le problème. Et en lisant la page, la une des Échos aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et la position de la BPI, c'est de dire, bon, le monde de la subvention est probablement terminé, hein, de la grosse subvention, et il faut passer au monde de la garantie. Il faut résolument... vous me demandez quelles sont les priorités, que soutenir en priorité. Pour moi, il faut soutenir deux choses en priorité. Il faut soutenir tout ce qui est à fort effet de levier, c'est-à-dire la garantie, le cofinancement, hein, et il faut soutenir le conseil, c'est-à-dire tout ce qui déclenche des comportements vertueux et qui ne coûte pas si cher que ça. C'est des petites sommes, hein. On parle de quelques dizaines de millions d'euros et avec ça, on met en transition, on met en route, on met en mouvement les gens. Et c'est ce que nous avons proposé, hein. Donc je considère que les crédits qui sont affectés à la direction de l'accompagnement pour faire le porte-à-porte de masse du climat, mais ils font autre chose aussi, hein. C'est eux aussi, avec exactement les mêmes méthodes, le même type de consultants, la même approche du client, qui vont accélérer le passage à l'industrie du futur, par exemple, qui vont faire des diagnostics digitaux. C'est eux qui poussent les sujets d'intelligence artificielle qui vont devenir fondamentaux dans les PME françaises. Et à chaque fois, ça se fait physiquement. Ça ne peut pas se faire par des emails, hein, ou par des PowerPoint ou par des webinaires. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Il faut absolument avoir des gens physiques dans les entreprises, dans la cuisine des PME, et qui présentent tout le catalogue de conseils que nous faisons. Au total, chaque année, BPI France fait à peu près 8000 missions de conseil maintenant, hein, et fait rentrer dans ces écoles entre 900 et 1000 entreprises, puisque nous avons créé les écoles de BPI France qui s'appellent les accélérateurs, qui marchent très bien, taux de satisfaction 98,5%. Et honnêtement, on est sur des dépenses qui sont... c'est des dizaines de millions, c'est quelques petites dizaines de millions d'euros, hein. Donc mais l'effet multiplicateur, il est considérable, absolument considérable. Alors en ce moment, qu'est-ce qui a été coupé finalement, hein, porte-à-porte de masse, il a démarré l'année dernière sur une boîte à outils dans laquelle il y avait une petite subvention verte. Petite, quand je dis petite, c'est-à-dire on parle de quelques dizaines de milliers d'euros, 20 000 euros, 30 000 euros, comparable à la bourse French Tech qu'on accorde aux start-upers, hein. Et cette subvention verte, elle s'arrête maintenant. Nous n'avons plus de capitaux. Et donc, l'information que je peux transmettre en transparence à la représentation nationale, c'est que en juillet, c'est fini, hein. C'est dommage parce que, au fond, les entrepreneurs, une bonne manière de les forcer à démarrer d'une certaine manière, c'est de leur donner une petite sub pour commencer, et ensuite va venir le diagnostic, puis le premier prêt vert, et ensuite tout s'enchaîne. Bon, ça c'est donc terminé. Nous avions un prêt également qui était un prêt dit le prêt vert ADEME, qui est un prêt sans garantie à long terme, bonifié, très attractif, mais pour ça il faut un minimum de dotation, donc nous ne l'avons plus, donc le prêt vert ADEME va s'arrêter en juillet. Voilà, ça c'est les deux points sur lesquels nous sommes. Bon, on fait avec. En revanche, il faut absolument conserver les crédits qui permettent de continuer de déployer les bilans carbone dans les PME. Ça, c'est fondamental, hein. Ça serait vraiment trop bête, alors que le mouvement est parti, que, encore une fois, la force de vente de BPI France, qui est entre nous, dans le monde économique, aujourd'hui, hein, le monde diffus des PME, la seule force de vente de l'État. Et donc, autant capitaliser dessus. Ce serait dommage qu'on lui demande de ralentir significativement, voire même de s'arrêter sur ce plan-là.
Voilà. Alors, la lisibilité, bien sûr, c'est un problème. Le rapport de l'IGF, les 340 dispositifs complexes, etc. Moi, j'ai une position, et au fond, je l'affiche, consiste à dire, je répète que quand vous êtes patron de PME, la force de vente qui s'adresse à vous, c'est celle de la BPI. C'est celle-là que vous connaissez. Voilà. Dans toutes les entreprises, vous avez des catalogues de produits qui sont très complexes. Je dirais que c'est universel. Et le rôle d'un chargé d'affaires, on va l'appeler comme ça, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle chez BPI France, c'est de simplifier le catalogue, de prioriser 2-3 choses, d'orchestrer une solution, et il peut rajouter un narratif sur la lisibilité de la boîte à outils, mais c'est même pas complètement nécessaire. Il faut juste qu'il construise un ensemble de solutions adaptées aux besoins du client. Le client, c'est l'entreprise de Havre, c'est l'entreprise de Troyes-en-Champagne, c'est l'entreprise, enfin, c'est toutes les entreprises qui sont dans vos territoires. Donc, moi, je pense que pour les PME, TPE aussi, des grosses TPE, avec toutes nos plateformes digitales, il faut reconnaître que la branche, d'une certaine manière, la branche entreprise de cette grosse organisation qui s'appelle l'État, qui cherche à pousser des dispositifs vers les PME, c'est la BPI. Voilà. Et c'est ce que nous faisons avec l'ADEME. En réalité, l'ADEME est très adaptée aux grandes entreprises, mais l'ADEME n'a pas le réseau pour faire un face-to-face, si je puis dire en anglais, avec l'ensemble des PME françaises. Nous, on a 200 000 clients actifs. L'ADEME n'est pas équipée pour ça. La BPI est équipée pour ça. Voilà. Donc la réponse à la simplification, c'est bien sûr... La réponse à la complexité, c'est bien sûr constamment simplifier le catalogue, etc. Mais c'est surtout... Et c'est la philosophie de la création de la BPI il y a 11 ans maintenant, le guichet unique. Le guichet unique, en fait, c'est la méthode. Le guichet unique simplifie tout. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde les 340 dispositifs, il y en a plein qui n'ont pas de clients, qui ont été inventés, mais à la fin des fins, donc c'est pas très très grave. Ça donne une impression de complexité effrayante, mais bon, ce sont des produits qui sont tombés en déshérence. Il faut savoir juste ce qu'on priorise. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Il faut prioriser la mise en mouvement de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneur a autre chose à faire constamment. Il a la cybersécurité, on lui fait des propositions. Il a le digital, on lui fait des propositions. Il a l'export, on le met dans les plans export. Il a maintenant l'intelligence artificielle comme un sujet fondamental qui va devenir fondamental pour eux. Il a le plan produit, il a les recrutements, il est tout seul. Hein. Et donc... il faut qu'on puisse le mettre en mouvement sur la transition climatique, ce qui signifie faire un bilan. Et ensuite, après le bilan, commencer à mobiliser un certain nombre de crédits qui vont lui permettre de financer l'investissement nécessaire. Ces crédits sont des prêts sans garantie à long terme. Aujourd'hui, ils sont chers. De sorte qu'en 2023, la production de prêts verts, les fameux prêts verts du plan de relance, elle est un peu inférieure à celle de 2022. On a fait à peu près 800 millions d'euros contre 1 milliard d'euros l'année d'avant. Ils sont un peu chers. Ils sont un peu chers parce que les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont en 2023 et restent encore élevés en 2024. Donc si on veut vraiment que les entrepreneurs prennent des prêts verts, il faut les bonifier un peu. Les bonifier, c'est à chaque fois, et je sais que mes équipes vous ont passé les chiffres, quelques dizaines de millions d'euros d'injection dans des fonds de garantie. Voilà. Mais pour moi, c'est ça les priorités. Donc la simplification, elle se fait par le guichet unique et le contact client. Beaucoup plus que par un travail surplombant sur le catalogue de produits. On va supprimer ceci à partir de là-haut, de Paris. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut juste une organisation de contact client qui est ultra lisible pour le client final. Et puis ensuite, il faut reconnaître qu'il y a des produits qui marchent plutôt mieux que d'autres. Et les produits fondamentaux sont les produits de conseil, donc tout ce qui est physique, humain. Tout ce qui est physique, humain est fondamental. Et ensuite, des produits de financement qui sont des produits, le cas échéant, un peu bonifiés. Le tout assis sur la conviction, et je termine là-dessus, hein, la conviction intime qu'on a, qui est qu'il faut aller vers des produits à effet de levier. C'est en période de raréfaction, et ça va durer des années. Je me suis permis d'écrire une tribune dans le Figaro là-dessus. Je pense qu'on en a pour des années maintenant, de surdette finalement à 110%, et de contraintes budgétaires. Donc la garantie, les produits garantis, les fonds de garantie,
tout ce qui est à effet de levier doit être priorisé. Mais ça, c'est le métier de la BPI. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. C'était vraiment très précis et vraiment très pragmatique. Je vais donner la parole à nos différents rapporteurs. Moi, j'avais juste une petite réflexion avant sur 2 points. Le premier, c'est vrai que vous avez énormément insisté, mais ça se comprend à l'époque que nous vivons, sur les diagnostics décarbonation, sur la transition climatique, sur l'accompagnement par les prêts verts, etc. Alors vous allez nous rassurer, mais c'est bien de le dire. Je pense et j'espère que la BPI n'oublie pas aussi 2 autres points qui sont hyper importants dans ses critères et dans ses objectifs, qui sont bien évidemment, quand on parle d'entreprise, le développement industriel, pas uniquement transition climatique, mais le développement quel qu'il soit, dans un but de création de valeur, et que la rentabilité, le développement des entreprises reste un critère très important. Et puis, je pourrais presque voler cette question à Fabien Gay, parce que peut-être qu'il y a un moment d'intervenir sur le sujet. Mais si je prends par exemple dans les termes RSE, il y a la responsabilité environnementale, mais sociale. Et que dans les critères que vous prenez en compte pour accompagner, pour faire du diagnostic, il y a aussi les conditions sociales, les avancées sociales dans nos entreprises, même si ces dernières décennies, on a énormément avancé sur le sujet, mais il reste encore des choses et qu'on n'est pas uniquement sur le côté climatique, transition climatique, non, etc. Et puis, vous avez également énormément insisté sur l'accompagnement de la création d'entreprises, en parlant de start-up, etc. Moi, j'avais commis un rapport il y a 2 ans maintenant avec 2 autres collègues, Michel Canevet et Rémi Cardon. On parlait de l'importance d'accompagner de manière très forte la transmission d'entreprises, parce que créer, oui, c'est très important. On parle toujours de création d'entreprises, mais on a énormément d'entreprises dans les 10 ans qui viennent qui vont devoir être transmises, qui sont une base et un fondement très important pour notre économie. Est-ce que la BPI est également axée dans ses accompagnements à la fois, comme vous l'avez dit, humains, c'est-à-dire en diagnostic, en accompagnement, en conseil, oui, mais aussi financièrement, soit par de la garantie pour des repreneurs, soit pour du financement, sur la transmission d'entreprise. Merci. Tout à fait. Effectivement, il y a deux thèmes. Il y a le thème donc quel financement pour l'entreprise de demain, et puis il y a le thème climat. Donc j'ai beaucoup axé mon intervention sur le climat. Et je peux naturellement élargir. Vous avez complètement raison. Bon, alors la question RSE, comment est-ce qu'on la traite finalement à la BPI? On est banquier en crédit, hein, et pour être très franc, quand on fait du crédit, on ne pousse pas ce qu'on appelle l'enquête ou la due diligence sur l'entreprise au point d'aller regarder comment en RSE elle fonctionne. En crédit, hein, parce que le crédit c'est le prêt-à-porter de la finance, c'est-à-dire que c'est un nombre très très important d'opérations. On n'est pas équipé pour ça, et d'ailleurs aucune banque réellement ne le fait, hein. En fonds propres, en revanche, là on a un fichier qui est beaucoup plus restreint, et même si on est, par parenthèse, numéro 2 mondiaux en nombre d'investissements en fonds propres en 2023, et parfois même certains trimestres numéro 1 mondiaux en investissement dit de private equity, hein, c'est-à-dire dans les entreprises matures. Si on rajoute les investissements dans les entreprises innovantes en capital risque, on est probablement numéro 1 mondiaux. Donc on a une énorme machine de déploiement de fonds propres, hein. Et là, à chaque fois, on est au conseil d'administration. Et quand on est au conseil d'administration, de la petite jusqu'à Stellantis, je peux vous dire qu'on regarde très clairement toutes les questions des RSE. On fait partie des comités RSE, on est exigeant, nos conseils d'administration sont préparés par nos propres équipes RSE, les questions qui grattent sont posées. Voilà. Mais c'est surtout sur l'activité fonds propres que l'on se concentre. Donc ça, c'est le premier point sur votre question. Le second, c'était... Oui, transmission. Donc transmission, ça c'est fondamental. On a, sur le programme 134, nos fonds de garantie transmission, qui sont essentiels. Quand, en réalité, les gens ne savent pas bien, mais quand on... Mais bien sûr. Non, mais la ligne 134, elle est complètement critique. Complètement critique. Et les gens ne savent pas bien que quand dans leur rue, dans leur métropole, une boucherie change, par exemple, il y a eu une transmission. Et qui l'a financé? C'est la BPI, en fait, hein.
Ces transmissions, elles sont garanties. C'est des agences bancaires locales garanties par la BPI. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a la formation à des entrepreneurs à préparer leur transmission un peu à l'avance pour qu'elle se passe bien. Ça, c'est honnêtement très difficile. Très difficile. L'anticipation. On a beau le dire, le marteler, qu'il faut commencer à préparer sa transmission en fait à 55 ans, qu'une transmission, ça prend 10 ans. Les entrepreneurs n'entendent pas. Ils sont très rares ceux qui entendent ça. Hein, donc très souvent, ils s'y prennent trop tard. C'est un fait anthropologique, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez décidé d'être entrepreneur très jeune. C'est pour faire les choses à votre façon, toute votre vie, un peu en solo, très individualiste, entrepreneur. Et donc, vous dire dès 55 ans que c'est déjà presque un peu fini et qu'il va falloir commencer à passer la main, c'est très difficile, mentalement pour eux. Cela dit, on fait des choses. On crée des accélérateurs pour les entrepreneurs, les transmetteurs. On forme les enfants, hein, on les fait rentrer dans nos écoles. Mais c'est compliqué, honnêtement. C'est compliqué. Et par conséquent, il y a une destruction de valeur. Mais en France, comme en Italie, comme en Allemagne, comme partout dans le monde, c'est pas cette psychologie que je décris n'est pas spécifique à la France, bien entendu. Elle est spécifique à l'entrepreneur, en fait. Voilà. Merci, monsieur le directeur. On va passer aux questions des rapporteurs de chacune des missions. On va commencer par la mission financement de l'entreprise de demain, avec Fabien Guillet, Pierre-Antoine Lévy et Pauline Martin. Donc, voilà, tous les trois, vous pouvez poser vos questions et différents points, ou un se fait le porte-parole des trois, c'est vous qui décidez. Et ensuite, on aura les réponses du directeur général, monsieur Dufour, et après, on passera à la mission sur entreprise et climat. Merci. Oui, merci, monsieur le président. Merci pour vos explications, monsieur le directeur général. Moi, j'aurais une question concernant le financement de l'innovation. Oui. Alors, les aides à l'innovation de BPI France, on le sait, ont été multipliées par 4 entre 2016 et 2021, selon la Cour des comptes. Il y a indéniablement eu une vraie évolution en France sur ce sujet, sous l'impulsion des PIA, de France Relance et maintenant de France 2030. Oui. Mais lors de nos auditions, il a été soulevé que ces aides étaient à la fois trop concentrées, notamment thématiquement sur la deep tech, et trop diluées, les montants octroyés étant trop faibles pour apporter un réel effet de levier et faire émerger des entreprises à fort potentiel. Que pouvez-vous répondre à ces critiques ? Faut-il repenser le ciblage de ces aides ? Et plus généralement, quel bilan tirez-vous de la politique de soutien aux entreprises innovantes mise en œuvre par BPI France au cours des 10 dernières années ? Ne reste-t-on pas toujours extrêmement dépendant des capitaux nord-américains pour faire croître nos start-up ou bien dépendant des aides publiques comme celle de BPI France ? Et enfin, pour les dépenses publiques encourues, le pari est-il gagnant en termes de retour sur investissement ? Je vous remercie. On prend plusieurs questions. Merci, monsieur le président, monsieur le directeur général. Moi, une question sur BPI investisseurs, puisque vous venez d'évoquer cette question-là, et notamment beaucoup de moyens développés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que BPI est un actionnaire comme un autre, ou est-ce que BPI n'est pas un actionnaire comme un autre? Parce que moi, je considère que BPI est le bras armé de l'État. Et donc, quand c'est vous qui êtes actionnaire, ce que vous venez de citer, je voudrais savoir, et vous venez de le dire, quand on prête de l'argent, bon, on fait comme toutes les autres banques, on ne regarde pas la politique RSE parce que c'est impossible, très bien. Mais lorsqu'on est au board, là, on s'y attelle sérieusement, et vous avez cité le parfait exemple, Stellantis. Actionnaire, je crois, entre 6 et 7% de mémoire. Par exemple, Stellantis a une politique actuellement qui est de supprimer la sous-traitance en France. C'est le cas, par exemple, dans mon département, la dernière usine de production automobile, des pièces d'embouteillage, Ma France. En un mois, ils viennent de décider de délocaliser la production de la sous-traitance en Turquie. Et comme, en fait, les pièces appartiennent à Stellantis, ben, c'est lui qui vient de décider. J'étais la semaine dernière dans l'Indre, à Châteauroux. Je rencontre les salariés d'International Wheels qui travaillent beaucoup pour Stellantis, un peu pour Renault.
les dernières jantes alu fabriquées en France. Voilà. Stellantis vient de décider d'arrêter les contrats, donc le 20 juin, c'en est fini. Donc je vous pose la question, vous voyez, je vous donne ça, parce qu'on a un débat sur la politique industrielle, et moi je considère que la politique industrielle de ce pays, évidemment, je nie pas qu'on recrée de l'emploi industriel, mais beaucoup dans les gigafactories de batteries, ce qui est très bien, on va devenir peut-être le leader un jour européen des batteries électriques, mais si on ne construit plus que les batteries électriques et aucune autre pièce automobile, bon, bah, est-ce qu'on pourra dire qu'on est souverain et stratégique sur cette filière et sur tant d'autres choses? Donc j'en reviens à ma question, est-ce que, pour le coup, quand vous êtes actionnaire, la volonté c'est d'être un actionnaire comme un autre, avoir une rentabilité et puis en sortir? D'ailleurs, la différence aussi avec l'agence de participation de l'État, je pense que du coup, pour toutes et tous nous éclairer, voilà, pourquoi un coup c'est l'APE, pourquoi un coup c'est la BPI qui décide, c'est quoi les stratégies? Et de fait, est-ce qu'on a une volonté d'être un actionnaire comme un autre, ou justement de prendre ces questions extrêmement au sérieux, qui sont des questions intimement liées à l'intérêt national et donc à notre souveraineté? Je vous remercie. Allez, en toute femme qui se respecte, moi je vais être très très concrète. Alors je ne sais pas si je dois vous le dire, mais quand même au bout de X auditions, vous êtes quand même très plébiscité, hein, BPI France. Voilà ce que nous avons entendu. Mais n'empêche que il est quand même souligné un certain nombre de failles, et en particulier le coût de vos prestations, qui semble un peu en décalage avec, je vais dire, le coût du marché, et puis vos délais de réponse qui laissent penser que, contrairement à ce que vous affichez sur un côté décentralisation, finalement, il y a beaucoup de choses qui remontent en centrale et qui posent problème. Voilà, merci. Bien, monsieur le directeur général, vous voulez avec de l'ouvrage sur un métier. Donc, financement de l'innovation. Donc c'était votre question, hein. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une dilution par une infinité d'attributions de petites aides qui sont sous critique et qui ne permettent pas de faire grandir en fait les entreprises? Alors, le commentaire que je fais là-dessus, je pense qu'il est important, hein, c'est que le rôle de BPI France, c'est d'être catalyseur et constructeur d'écosystèmes. Parce qu'à la fin des fins, c'est les écosystèmes qui produisent les entreprises durables. Et ça vaut pour la tech comme ça a valu pour l'écosystème des sous-traitants automobiles à une certaine époque. Donc c'est un peu comme un tas de sable. Et pour qu'en haut, vous ayez des belles boîtes résilientes, qui durent, qui elles-mêmes vont ruisseler ensuite, avoir suffisamment de résultats opérationnels pour financer de la recherche, et qui deviennent des ETI industriels, en fait, des ETI tech. Il faut qu'en dessous, il y ait constamment, alors trié de manière darwinienne ensuite, évidemment, tout un humus, un biotope d'entreprises dont certaines vont rester petites. Et ça suppose quelque chose qui est fondamental, c'est une résistance à la tentation colbertiste. Tentation colbertiste étant, c'est en haut qu'on sait, et en bas, ils s'ajusteront. La vérité, nous, c'est qu'on pense exactement l'inverse. Parfois, il faut être colbertiste, mais en règle générale, c'est l'écosystème qui sait. C'est de la base que viennent les idées. Il y a des choses qu'à Paris, on n'aurait jamais imaginées. Tout d'un coup, ça sort. Et l'entreprise est extraordinaire. Donc nous, on est fondamentalement bottom-up. Donc, on assume, effectivement, d'envoyer, c'est un peu comme un jardinier, hein, un horticulteur, on envoie une pluie de petites subventions, d'aides et machins, exactement comme l'éducation nationale en réalité. C'est-à-dire que tous les élèves ne sont pas au même niveau. Hein. Mais la petite PME ou la petite start-up qui reçoit sa première subvention, puis sa deuxième, puis sa troisième, à un moment, tout d'un coup, elle est non performante. Ça ne marche plus. On arrête. Celle qui est performante, on continue. C'est un cursus. Il y a une sorte de cursus honorum de la BPI qui fait que, l'autre jour, à Strasbourg, j'ai inauguré une usine qui s'appelle Umiami, qui fait de l'alimentation à base de protéines et qui ressemble au goût du poulet. Je n'ai pas le droit de dire steak, donc je ne dis pas steak. Mais bon. Et ben, cet entrepreneur, il a 29 ans. Il a commencé à 25 ans avec nous. Il a eu sa première sub, 30 000 €.
puis la deuxième. Puis il a fait un concours Innov, 200 000 €. Puis un concours ILAB. Et puis, à chaque fois, il délivrait. Il avait toujours un très, très bon bulletin. À 29 ans, il ouvre une usine et il a levé 100 millions. Il a fait tout le cursus honorum de la BPI. Il y en a plein qui ne le font pas, qui s'arrêtent avant parce qu'en fait, ils ne délivrent pas. Hein. Mais c'est ça la méthode. Et en fait, c'est la méthode que vous retrouvez d'ailleurs de manière encore plus accentuée en Finlande. C'est un très grand pays innovant. En Suède, en Israël. C'est la méthode des pays les plus innovants. C'est-à-dire que vous arrosez constamment un écosystème qui lui-même est... Il faut voir, enfin, on finance 25 000 startups. Et donc cet écosystème, il est très plastique, il bouge tout le temps, c'est très quantique comme ça, très brownien. Et puis il y en a qui sortent. Ça dépend beaucoup de la qualité de l'entrepreneur quand même, hein, évidemment. Et il y a des entrepreneurs qui sont juste exceptionnels et qui vont sortir et ils vont faire leur flèche. Et donc c'est la pyramide. Donc il faut et pour être sûr, aujourd'hui on est en 2024, si vous voulez être sûr en 2029 de voir apparaître dans la presse française économique des nouveaux noms qui sortent et qui sont la fierté collective, il faut avoir arrosé aujourd'hui. Tous les noms qui font les pages des Échos aujourd'hui sont des bébés BPI France de l'année 2017, 16-17, qu'on a suivi, qu'on a fait monter, voilà. Hein. Donc il faut avoir en tête cette idée de continuum et de cursus. Le continuum est très important parce que ça veut dire que dans la boîte à outils, vous devez vous mettre à la place de l'entrepreneur et vous poser la question de savoir tous les trimestres de quoi a-t-il ou va-t-il avoir besoin pour tenir, éviter toutes les petites vallées de la mort qui peuvent le faire tomber. C'est comme ça qu'on a construit la boîte à outils. Hein. Et honnêtement, elle fonctionne bien. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que nos aides sont trop diluées. Alors, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire l'aide est trop faible. On fait avec ce qu'on a aussi, hein, il y a des contraintes. Mais honnêtement, la France est un pays qui est un pays ultra généreux par rapport à d'autres. Hein. Ce que la France a monté avec la BPI et la boîte à outils dont je vous parle là, vous ne l'avez pas en Espagne, vous ne l'avez pas en Italie, vous ne l'avez pas en Allemagne. Vous ne l'avez pas en Allemagne. Hein. Vous l'avez en Scandinavie. Grosso modo, vous l'avez en Scandinavie. Hein. Vous l'avez peut-être un petit peu en Hollande. Et en Grande-Bretagne, évidemment, qui est un très grand pays de la deep tech. Alors ensuite, la dépendance aux capitaux étrangers. Bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est un sujet qui est fondamental et qui fait d'ailleurs l'objet de tous les commentaires actuels sur l'union des marchés de capitaux. C'est que les grosses poches de capitaux à risque, elles sont aux États-Unis aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas assez de grands acteurs de déploiement de capitaux privés en Europe qui sont dans cette culture de la réinvention du monde, la culture de je vais aller sur Mars, la culture du risque rugissant, j'ai envie de dire. C'est pas la culture européenne. C'est la culture américaine. Donc c'est fondamentalement anthropologique cette affaire. Hein. Et ça va très loin, puisque les fonds de pension américains financent ces fonds privés qui prennent beaucoup de risques. Les fonds de pension européens, quand il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ne le font pas. Les fonds de pension européens sont conservateurs. Donc c'est dans les têtes, beaucoup dans les têtes. Raison pour laquelle, qui prend du risque en Europe, c'est les États. Et donc il faut absolument qu'on arrive à changer ça. Hein. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Bon, à la fin des fins, le verre à moitié vide, à moitié plein. Si je le prends à moitié plein, on va dire que dans les startups de la tech française, là aussi, qui font la une, effectivement, vous voyez qu'il y a des capitaux américains qui arrivent. Mais on les fait rentrer à des valorisations très élevées. Vous prenez Mistral, par exemple, vous prenez H, dans lequel on vient d'investir. Bon, on est sur des valorisations qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant, en termes de multiples. Hein. Ils ont très peu de revenus, et les Américains rentrent très cher. Donc, ils prennent un pourcentage du capital assez faible. Donc, la question de la souveraineté, elle est traitée. Elle est traitée par le fait que le ticket d'entrée pour ces fonds-là dans nos startups, il est très élevé. Quand on a fait rentrer des fonds américains dans Doctolib, par exemple, Doctolib était valorisé à 5,5 milliards. 5,5 milliards. Hein. Bon. Et ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est que dans un certain nombre de secteurs, comme les dispositifs médicaux, par exemple, ou la biotech, il y a tellement peu de consolidateurs européens que très souvent, on vend à des consolidateurs américains.
hein. Donc on fabrique des boîtes, on les fait monter, et puis à un moment, elles partent. Elles restent en France pour la recherche, pour tout ça. Mais le consolidateur stratégique, il est américain. Alors nous, on travaille sur tous ces sujets, hein. On a un diagnostic, je pense, qui est très, très clair, très au scalpel, qui est très formé. Il faut d'abord qu'il y ait plus de grands entrepreneurs, des capitaines d'industrie de la finance européenne, qui montent des gros fonds, comme les Américains le font. Et ces gros fonds, on en a besoin. On en a absolument besoin. Il ne peut pas y avoir que la BPI et un ou deux autres fonds. Il faut, partout en Europe, et en particulier en Allemagne, qui est quand même une économie centrale, il n'y a pas assez de gros fonds privés de déploiement de capital à risque en Allemagne. Voilà. Alors ensuite, vous parlez du ROI. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que bon, ça dépend des années, hein. On a eu des très belles années qui étaient 2021, 2022, où on a connu une bulle sur la tech. Et tout ce qu'on a vendu à ce moment-là, on l'a très bien vendu. En moyenne, on faisait x2. La bulle, elle a explosé. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. C'est la vie des grands écosystèmes d'innovation. En France comme aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, on est plutôt à 1,2 sur nos investissements fonds propres, capital risque, hein, je parle bien de ça. Sur nos investissements fonds propres PME, territorial, familial, etc., alors là, en 2023, on a eu une performance incroyable. On a fait x 3,5 sur nos cessions. Et pourtant, Dieu sait que c'est risqué d'investir 2 millions dans une boîte familiale qui n'avait jamais ouvert son capital à Rodez. Hein. Et en moyenne, on fait des sorties à 3,5 fois. Hein. Donc, on a des équipes honnêtement très, très aguerries sur le terrain pour faire ça. Je voudrais terminer la réponse à cette question-là en vous disant que quel est le chiffre qu'on suit, nous, et qu'on présente à notre conseil d'administration comme chiffre qui résume tout sur la question du ROI de nos investissements fonds propres. C'est ce qu'on appelle la création de valeur. La création de valeur, c'est l'évolution de la valeur de notre portefeuille. La création de valeur de BPI France, elle est en moyenne de plus 7% par an depuis la création de la BPI. Donc nous, on essaie de se tenir à ce chiffre-là. Il faut que, quand on prend depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à la date où on publie nos comptes, on ait une création de valeur qui est en moyenne de 7% par an. C'est l'argent des Français. Donc le message est très simple. Français, vous avez mis vos sous dans la BPI, ça vous rapporte 7% par an, tout en exerçant nos missions d'intérêt général. Alors ensuite, BPI investisseur, est-ce qu'on est actionnaire comme les autres? Non. On n'est clairement pas actionnaire comme les autres. On est actionnaire tendance, quand il le faut, activiste en fait. Hein. Maintenant, on n'est pas majoritaire. Avoir 60% du capital, c'est autre chose que d'avoir 7% du capital. Donc on est en influence. On n'a pas de droit de veto sur des éléments fondamentaux du fonctionnement intime d'une entreprise. Donc moi, j'ai pas de droit de veto au board de Stellantis sur le choix des sous-traitants Stellantis, c'est sûr et certain. En revanche, j'ai ma voix et elle s'exprime. C'est moi qui suis au conseil d'administration. Au conseil, à la table du conseil, pour dire, attendez, il y a quand même la filière. Mais en même temps, j'ai une voix qui est une voix, on va dire, éclairée et instruite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus ne pas voir que si on veut fabriquer des véhicules électriques qui sont à des prix en pouvoir d'achat acceptable pour le bas de la classe moyenne française, on ne peut pas avoir une filière à 100% fabricant français. Ça ne marche pas. Ça fait des véhicules beaucoup trop chers. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on est dans une logique où il faut un véhicule... Parce qu'on ne va pas pouvoir faire du leasing social pour tous les Français. Le leasing social, il a très bien marché, il a fallu l'arrêter au bout de 3 mois. Mais il est très cher. C'est pas pour rien que la plupart des pays européens ne peuvent plus se payer de bonus. La France en a un, mais il n'y en a pas ailleurs. C'est trop cher. Donc il faut bien baisser les coûts si on veut offrir des véhicules électriques de qualité à la classe moyenne française. Et il faut se souvenir de la pyramide française. La classe moyenne, elle descend très bas. Et donc, Wills, typiquement, nous savions qu'en fait, ça n'allait pas marcher, nous, la BPI. C'est pour ça qu'on a refusé d'investir. Ben oui. Donc, il y a un principe de réalité. Donc, alors ensuite, il y a la manière. C'est encore une autre affaire. Mais la question de la sous-traitance automobile dans un monde qui bascule à l'électrique, où la batterie elle-même prend l'essentiel des nouveaux coûts du véhicule, une question très compliquée.
très délicate pour Stellantis, comme pour Renault, comme pour BMW, comme pour... c'est une question qui traverse toute l'industrie automobile européenne. Mais sinon, non, on n'est pas actionnaire comme les autres. Hein. Et alors, dans les entreprises cotées, j'ai envie d'insister sur ce point-là, nos administrateurs sont des salariés de la BPI. On ne prend pas des indépendants. Et ces salariés arrivent très préparés au board. Derrière chaque entreprise, il y a une petite équipe qui relie tous les documents du conseil, qui prépare toutes les questions à poser. Toutes les questions sont posées, ce qui n'est pas le cas normalement enfin, parfois pas le cas d'autres administrateurs dans ces tables de conseil. Donc on est très actif, je pense très respecté, parce que très préparé, hein, notamment sur les sujets climat. Les comités climat des grandes entreprises cotées sont de plus en plus compliqués. Il y a des acronymes dans tous les sens, des chiffres dans tous les sens. C'est des documents qui sont d'abord très épais et c'est complètement cryptique maintenant, cette affaire de climat. Donc si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas une équipe qui vous a mâché le travail avant et qui vous fait poser des questions de bon sens finalement au manager, en fait, vous pouvez ne rien voir. Bon, donc nous, on a imposé des comités climat dans toutes les boîtes cotées dans lesquelles on est. Il n'y en avait pas. Et ensuite, on suit, on prépare, et voilà. Et je pense qu'on rend un service signalé à la gouvernance, ce faisant. La différence avec l'APE, alors il y a le sujet Renault. Mais il se trouve que nous, on a racheté Peugeot à l'APE, puisque c'est l'APE qui avait fait Renault et Peugeot, et ne pouvait pas garder les deux pour des raisons de conflit d'intérêt. Donc on a proposé de racheter Peugeot, et ensuite on a fait Stellantis. Voilà. La raison pour laquelle Renault est resté à l'APE, c'est qu'on ne peut pas mettre deux constructeurs à la BPI, et que d'autre part, il y a cette hystérésis historique de Renault, Régie nationale, enfin ça remonte très très loin, quoi. Mais sinon, tout le reste, à l'APE, c'est ce qui est soit la défense, soit les infras. Donc EDF, SNCF, et puis Dassault, Airbus, Thales, Safran. Hein. Et l'APE ne vend pas. Ou alors c'est une privatisation. Mais l'APE, normalement, elle est là pour, dans la durée, garder très longtemps les participations. Alors que notre portefeuille à nous, il concerne tous les autres secteurs et il tourne. Et on doit faire du résultat. Voilà. Les délais et les prix, madame. Hein, donc les délais. En fait, il y a deux catégories de produits. Il y a des produits qui sont maîtrisés complètement par nous et sur lesquels les délais sont très très courts. Typiquement, un prêt sans garantie, c'est un contrat de 3 pages et on l'accorde en 15 jours. Et puis, il y a France 2030. Et France 2030 a conduit à une recentralisation, parce qu'il y a énormément d'argent. Les ministères concernés ont voulu avoir la main. Et donc, on remonte à des comités dans lesquels on a souhaité mettre à chaque fois 3 experts indépendants, ce qui est très bien. Enfin, tout ça ajoute. Et puis, signature Premier ministre. Donc, vous imaginez. Et tout ça fait qu'effectivement, pour les entreprises, les délais ont explosé. On a fait un travail avec l'État pour les réduire. On n'est pas exactement là où on voudrait, hein, ça c'est sûr. Mais on a quand même réduit de 3 mois, quelque chose qui commençait à déraper. Et sur les coûts, le prix de nos prestations, nos prêts sans garantie sont chers. Nos prêts sans garantie sont chers parce qu'on prend un taux d'intérêt qui est celui que nous payons quand on va emprunter sur les marchés mondiaux et on rajoute le coût de la garantie. Et donc ça nous met sur des taux qui sont effectivement considérés par les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont des très beaux bilans, ils trouvent que c'est cher. Et le fait est qu'il y a une très forte concurrence bancaire en France aujourd'hui pour déployer de la liquidité. Et donc, vous avez des banques qui font des taux assez avantageux quand même. Hein. Voilà. Ça dépend des années. Mais l'année 2023 est une année où, comme les taux avaient monté partout dans le monde, sur les prêts seulement sans garantie, hein, pas sur les autres, on est devenu un peu cher. Enfin, on a quand même fait une grosse production. On a réussi à faire 10 milliards d'euros de crédit. Hein. Donc, on a fait notre budget, si je puis me permettre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où on avait très envie de faire le prêt et le client nous a dit non, là, j'ai trouvé moins cher que vous. Merci, monsieur le directeur général. On va donner la parole au rapporteur de la mission entreprise et climat. Mais j'avais, moi, une petite question. J'en avais échangé il y a quelque temps avec votre directeur, monsieur Marin Lamelet. Et c'est le fait que vous ayez parlé de l'inauguration d'une entreprise qui fait de la protéine végétale qui m'a rappelé le sujet. J'avais fait un rapport sur
les protéines alternatives issues de multiplication cellulaire. Et on a une très belles entreprises, des start-up françaises sur le sujet. Oui. Je pense à Vitalmeat, par exemple. Il y a un moment où la France, il faudra qu'elle se prononce dans les échanges avec la Commission européenne sur les autorisations de mise sur le marché ou pas. Oui. Seulement, on sait qu'aujourd'hui, si la Commission européenne décide effectivement d'accorder dans les années qui viennent des autorisations de mise sur le marché européen des produits carnés issus de développement cellulaire, il faudra qu'on soit nous aussi au rendez-vous. Et de ce que j'avais entendu, aussi bien vous financez les protéines végétales alternatives, aussi bien vous financez la fermentation de précision, parce que ça fait moins de bruit, mais c'est assez délicat politiquement, et il y aurait un veto, enfin, on va le dire franchement, il y a un veto du ministère de l'Agriculture vis-à-vis de vous sur le financement. Il y avait, ou il y a toujours, de financement de start-up liées à la protéine alternative par développement cellulaire. On en est où sur le sujet? Donc voilà, je vous laisse préparer votre réponse, mais on va donner la parole aux trois co-rapporteurs sur la mission entreprise et climat. Merci. Ah, voilà, ça marche. Merci, Président. Monsieur le Directeur Général, on a eu l'occasion de se rencontrer sur Nantes lors de nos auditions. Nous parcourons un petit peu, notamment les départements. Nous serons ce week-end sur Marseille, donc parfait, sur mon territoire. Voilà, donc après de multiples rencontres, échanges, auditions, on rencontre énormément de réseaux d'acteurs du développement durable qui accompagnent les entreprises dans ce changement. Et on constate évidemment que le chemin de la décarbonation, de la transition écologique, c'est pas simple et que ça pose parfois des problèmes. Alors moi, j'ai été, j'ai pas mal écouté, mais il y a quelqu'un qui m'a... Éric Duverger, donc, qui représente la Convention des entreprises pour le climat, que nous avons rencontré récemment ici, et qui dit, je cite, « Il est nécessaire de chambouler le système économique si nous voulons survivre », et à savoir faire évoluer les modèles d'affaires, évidemment, des entreprises. Et donc, il a parlé d'entreprises régénératrices, puisque nous sommes, d'après lui, sur un système extractif. C'est-à-dire que l'entreprise se donne pour ambition de régénérer les systèmes, vous en avez un peu parlé, les services écosystémiques, et donc redonner la place au vivant, à l'humain. Donc, on a parlé de RSE, voilà. Et donc, je voulais avoir un petit peu votre avis, vous qui côtoyez, évidemment, grand nombre d'entreprises, comment vous percevez cette remarque et est-ce que vous pensez que ce système-là est celui qu'il faut adopter? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. En effet, nous étions rencontrés à Nantes à l'occasion du jour E, une très belle opération, notamment pour valoriser les entrepreneurs membres de la communauté du Coq Vert que nous avons eu la chance là aussi de rencontrer avec Brigitte. Moi, j'avais trois questions. Évidemment, là, avec la directive CSRD, et je salue notre collègue Anne-Sophie Romani qui, avec Marion Canales, a rendu un rapport très intéressant sur le sujet. Outre ce reporting extra-financier, les auditions que nous conduisons depuis maintenant plusieurs mois avec mes collègues Lorraine Josande et Brigitte Devesa nous conduisent à nous intéresser de très près au sujet du prix carbone à attribuer aux produits et aux services pour faire en sorte que très rapidement la dimension climatique, entendue dans son acception la plus large, et la dimension financière, la dimension économique, soient intimement et quotidiennement mêlées. C'est pour nous l'un des leviers de transformation à privilégier. Donc, est-ce que vous pensez que ce déploiement est faisable dans les PME et TPE, évidemment en prenant appui sur les experts comptables, le sujet de la facturation carbone? Alors, encore une fois, on nous dit que la comptabilité financière repose sur plusieurs décennies de travaux, mais maintenant nous disposons d'outils et de connaissances qui nous permettraient d'aller beaucoup plus vite sur ce sujet. Le deuxième question, toujours en lien avec les outils très concrets qui nous permettraient justement d'avancer rapidement, c'est celui du dividende climat.
dont vous avez là aussi très largement entendu parler. Quelle est la position de la BPI sur le sujet pour que, encore une fois, non pas cohabitent des priorités à caractère économique et financier, les déterminants plus classiques de la rentabilité, mais que soit partagée cette approche et climat et économique. Deuxième grand type de question, vous avez en partie répondu, mais vous évoquez le porte-à-porte massif que vous avez déployé. On a eu l'occasion, là aussi, d'en discuter à Nantes, avec une communauté de pionniers, celle du coq vert. Pour autant, nous avons 4 millions de TPE-PME en France. Donc, comment voyez-vous aujourd'hui la perspective de massifier bien davantage ce porte-à-porte et pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'entreprises? De quels moyens financiers et humains auriez-vous besoin pour atteindre ces objectifs? Et puis, dernière question en lien avec le rapport public annuel de la Cour des comptes consacré à l'adaptation au climat, l'adaptation climatique. Il est évoqué le fait que l'intégration du risque climatique n'est pas encore aboutie. Alors, des efforts sont consentis, notamment au sein de BPI France, avec, je cite, la participation des équipes de gestion du risque climatique au comité d'investissement. Mais très clairement, c'est sans doute pas encore suffisant. Donc, comment vous appréhendez là, cette montée en puissance du sujet adaptation? On entend bien la priorité qui est donnée à l'atténuation, mais il ne faut pas oublier ce deuxième axe. Et comment travaillez-vous plus concrètement sur cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Directeur Général, merci pour vos explications. Je serai assez bref parce que mes collègues ont évoqué les principaux sujets. Effectivement, le souci principal dans le cadre du rapport entreprise et climat, et notamment sur la question du financement, c'est la question des TPE-PME. Et vous avez évoqué cette idée de co-albertisme, il y a un vrai sujet là-dessus. On est sur des financements. Alors, la décarbonation occupe les esprits, et évidemment, c'est l'objectif principal, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, vous l'avez dit, sur les territoires, il y a des initiatives, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à accompagner, conseiller, financer et qui sont bien en peine et qui sont en phase de découragement. Comment voyez-vous les choses pour l'avenir et quel peut être le rôle de la BPI par rapport à ces entreprises? Puisque vous nous avez dit poursuivre les mêmes objectifs et avoir les mêmes intentions, mais est-ce que vous sentez que du côté des acteurs publics et du gouvernement, il y a une véritable volonté d'aller sur les territoires et d'accompagner ces acteurs? Et vous-même, donc, quelles seraient vos préconisations en la matière? Merci. À vous, Monsieur le Directeur Général. Je me rends compte que les chevalets ont été déposés sur les chaises et vous ne savez pas qui s'adresse à vous. En fait, donc vous avez eu Brigitte Devesa des Bouches-du-Rhône, Simon Uzena du Morbihan et Lauriane Jossande des Pyrénées-Orientales. Voilà. C'est les chaises qui cachent... Merci beaucoup. Alors... Non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat. Oui, bon, ils font du super boulot. C'est vraiment très bien. Non, c'est vraiment très bien. L'entreprise régénérative, donc c'est comment dire, c'est un chapeau conceptuel. Qui va couvrir de plus en plus d'actions pratico-pratiques qui vont prendre beaucoup de temps, mais ça va s'accomplir progressivement. Enfin, je veux dire, la carbone capture, c'est du régénératif, les pompes à chaleur, la récupération de la chaleur fatale, c'est du régénératif, le recyclage de l'eau, c'est du régénératif. Donc on voit bien l'ombrelle conceptuelle que c'est et le type d'initiative que ça couvre, sachant qu'à chaque fois, il faut quand même pas mal de techno. C'est des nouveaux équipements, c'est pas gratuit du tout, donc tout ça c'est du financement. Il peut y avoir de la robotique derrière tout ça aussi, hein. Et donc nous on se prépare à être un gros financeur
de tous ces nouveaux équipements-là. Donc ensuite, il y a tous les débats technologiques, sachant que rien n'est vraiment stable encore. Hein. Quand on regarde, par exemple, l'écosystème des startups dans le monde entier qui contribuent à la récupération de la chaleur fatale pour l'électrification de l'industrie, il y a plein de technos. Et la messe n'est pas encore dite. Donc c'est difficile pour un patron de PME. Alors il y en a qui sont un peu early adopters, comme ça, qui ont pris des parties, et qui d'ailleurs sont très fiers de communiquer dessus dans la communauté du coq vert. Et puis il y en a qui sont un peu plus suivis et qui se disent j'attends encore, quoi, parce que c'est pas clair, c'est pas complètement clair. Mais on est dessus, on est absolument dessus. Bon, alors ensuite il y a, au fond, avant de répondre très précisément à chacune des questions, il y a le sujet important qui est de savoir comment on approche les PME, quoi. Parce que autant leur dire vous allez faire un bilan carbone, ça, bon, maintenant c'est clair, elles ont compris. C'est la base. La base, on l'a fait. Ensuite, elles font un diagnostic décarbonation qu'on a monté avec l'ADEME. Elles font un diagnostic écoflux. Donc, tous ces diagrammes, on va dire, les fruits faciles à cueillir, ça va le faire. Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait juste après, quoi. On commence par quoi, hein, et en particulier, on va se le dire aussi, la priorité normalement pour l'industrie française, puisque le sujet est essentiellement concentré sur l'industrie, c'est l'électrification. Il faut qu'on arrive à électrifier l'industrie française. Et il y a encore une partie non négligeable, on va dire un gros tiers, des PME industrielles françaises qui ne sont pas du tout électrifiées, qui sont sur du fioul, en fait. Hein. Du fioul, du gaz, etc. Sauf que l'électricité, elle est à 70 et le gaz, il est à 25 €. Donc on a un vent contraire qui nous ramène à la question du prix carbone, hein, qui est très important. Donc c'est pas évident d'avoir ce dialogue-là, puisqu'on fait le bilan carbone, et puis ensuite on dit maintenant on va s'y mettre, on va essayer d'électrifier. Oui, mais attendez, si j'électrifie, d'abord il faut que je paye tous mes capex qui vont changer mon process, et ensuite vous m'expliquez que on va passer de 25 € à 70 €. Donc j'ai quand même un gros problème. Donc on a ce sujet-là devant nous. Donc on pourrait se dire, bon, on va créer une taxe en France qui fait que le prix du gaz est automatiquement aligné sur le prix le plus faible de l'électricité française. Comme ça, il y a une neutralité. Ça rapporterait beaucoup d'argent. Ça ferait une espèce de magnifique TIPP industriel, sauf que ça aurait des conséquences importantes sur toute la chaîne de la valeur, évidemment. Hein, et on sait ce qui nous en a coûté collectivement de proposer une taxe carbone aux Français à chaque fois. Compliqué. Donc on est dans un moment qui est un moment un peu délicat autour de la question du prix du gaz, qui vient beaucoup de la surproduction américaine quand même, il faut se le dire aussi. Combien de temps durera-t-elle? Encore plusieurs années probablement. Mais au minimum, on peut se rassurer en se disant qu'elle n'est pas éternelle. Cela dit, la BPI, nous, on a fixé comme priorité aux équipes l'électrification de l'industrie. Hein, et donc priorité aux équipes chargées d'affaires locaux dans le porte-à-porte de masse, d'avoir un dialogue avec les industriels des PME des territoires sur comment vous allez électrifier votre entreprise. Et donc on ne part pas battu du tout. Hein. Et d'ailleurs, on tombe quand même sur des PME qui se disent, certes, ça sera plus cher, mais je vais le faire. Il y en a. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas se permettre, notamment dans toute la filière automobile. Alors pour le coup, c'est impensable pour eux. Et dans le financement de l'innovation, priorité aussi à financer toutes les technologies qui permettent de faire du régénératif et de faire de l'électrification de l'industrie. Hein, toutes ces nouvelles technologies à base de récupération de chaleur, fondamentalement. Donc le sujet du prix du carbone. Alors il y a deux sujets. Hein. Il y a le sujet du prix du carbone et le sujet de la comptabilité carbone. Bon, moi, ma position, je reste à hauteur de patron de PME ou de patronne de PME ultra pragmatique. Honnêtement, c'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'ils ont tellement à faire. Ou alors on trouve des systèmes ultra simples qui permettent aux experts comptables de sortir quelque chose, mais il faut d'abord les aider à bouger avant de leur mettre sous le nez une comptabilité carbone dans laquelle ils vont en effet reconnaître qu'ils sont très carbonés. Mais ça, on le savait. Hein. Donc je ne sais pas très bien ce que ça peut rapporter en termes de mobilisation collective, ça va enrichir les comptables. Et donc moi, je ne pense pas que ce soit la priorité, honnêtement.
il y a le sujet, bon, le prix du carbone, je viens d'en parler. Soit il y a une politique européenne qui décide de remonter le prix du carbone partout en Europe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, et qui arrive à faire valider ça au consommateur final, parce qu'à la fin des fins, c'est du pouvoir d'achat, soit ça va être très difficile. Le dividende climat, alors je vais être très franc, en fait, je ne connais pas le sujet. Alors pour les PME, de toute façon, il y a tellement peu de dividendes. Pour les grandes entreprises, qu'est-ce que serait un dividende climat? Je ne sais pas. On n'en parle pas dans les conseils. Je sais pas, que honnêtement, je suis obligé de plaider l'incompétence là-dessus. Hein. Les TPE. Alors ça, c'est très important, les TPE. On a créé, grâce au Covid d'ailleurs, depuis qu'on a fait le PGE, avant le Covid, on ne s'adressait pas beaucoup aux TPE, autrement que par la garantie. Mais la garantie, vous savez, il y a deux systèmes. Jusqu'à 200 000 euros, vous déléguez tout aux banques. Donc nous, on ne voit pas le client. Au-dessus de 200 000 euros, ça fait déjà comme un certain crédit. Donc en fait, c'est une petite PME. Là, c'est du cas par cas, on voit le client. Après le PGE, donc plateforme généralisée, 750 000 TPE sur nos plateformes. Donc c'est tout à fait nouveau. Et les TPE ont découvert que la BPI existait pour elles. Et depuis, on a créé des plateformes très profondes, digitales, permettant de faire des prêts aux TPE. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ensuite, il faut trouver des prêts qui conviennent aux TPE. Typiquement, on a fait un prêt climat. Je crois que c'était vous, madame, qui posiez la question. Est-ce que les TPE prennent un prêt pas cher, 30 000 euros, 40 000 euros, sans garantie, climat? En fait, ça ne leur parle pas. En revanche, si vous faites un prêt TPE, changement de ma camionnette, électrification de ma camionnette, si vous le dites, tout là, ça parle. C'est-à-dire que plus on descend vers la microgranularité, plus il faut être ultra pratico-pratique. Il faut dire tout de suite changement de la camionnette. Prêt de 30 000 euros, sans garantie, 3%. Plateforme BPI. Là, ça marche. Donc c'est dans cette direction-là qu'on est en train de s'orienter. Hein. Mais on a des belles plateformes maintenant. Et c'est des plateformes où le prêt est octroyé par algorithme. Il n'y a plus personne derrière. Et plus on en fait, plus les algorithmes sont bons. Et c'est là que l'intelligence artificielle va jouer aussi. Parce que comme avec la directive DSP2, le système DSP2, on a accès potentiellement au compte des TPE en question, on voit tous les flux. Et avec des algorithmes d'intelligence artificielle, on comprend la qualité de la contrepartie. Et on peut faire très rapidement, au kilomètre, des petits prêts. On est devenu une fintech, en fait. Ce qu'on voulait faire, on l'a fait. On est devenu une fintech pour les TPE. Probablement la plus grosse aujourd'hui. Dans la durée, ça demandera pas mal d'investissement, mais la plus grosse fintech TPE française. L'adaptation. Donc l'adaptation, comment vous dire les choses? La BPI est honnêtement, en termes de gestion du risque climatique sur son portefeuille, plutôt en avance. C'est ce que la BCE nous dit. La BCE a fait un contrôle très long, qui a duré 6 mois chez nous. Et c'est un contrôle qui était vraiment plus que positif, assez laudateur. Donc on est plutôt en avance. Maintenant, mais sur la mesure du risque climatique, hein, en règle générale. Maintenant, il y a l'adaptation, effectivement, qui est votre question. Hein. Et sur l'adaptation, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas seulement la BPI, c'est toute l'économie française qui sous-estime complètement le problème. En particulier, les entreprises industrielles françaises, petites ou grandes d'ailleurs, sous-estiment complètement le risque de sécheresse. Je pense que c'est par la question de l'eau que tout va commencer, que les gens vont comprendre à quel point on a un problème d'adaptation. Le sujet, ça va être l'eau. Dans l'industrie, ça va être l'eau. Ensuite, dans l'immobilier commercial, qu'on finance pas mal, ça va être... Et dans le tourisme, ça va être le trait de côte, et ça va être la fin de l'enneigement en dessous de 1800 mètres. Alors, typiquement, sur ce deuxième sujet, les stations de montagne, pas plus tard qu'hier, en comité des risques de la BPI, les équipes risques ont présenté une étude de quantification du risque pour BPI France
liée à la fin de la neige en dessous de 1800 mètres. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que quand on creuse tous les crédits qu'on a fait à toutes ces stations de montagne depuis si longtemps, le risque pour la BPI est relativement faible. Grosso modo, on est sur un risque potentiel qui est, on va dire, de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc c'est tout à fait absorbable. C'est pas... Parce que plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'il y a des stratégies de mitigation, etc. Mais c'est typiquement des choses qu'on fait. C'est-à-dire que la direction des risques passe en revue toutes les conséquences de la transition climatique sur la structure du portefeuille de la BPI. Mais on ne le fait pas seulement pour ça. D'ailleurs, on s'est posé l'autre question, qui est est-ce qu'on a un risque Chine? Quand on prend tout notre portefeuille, si la Chine se bloque, si on découple tout, quel est notre risque, hein, etc., etc. Donc ça, on est au début, en fait, du grand voyage de la mesure des risques, hein, de ces risques-là, des risques systémiques. Mais on n'est pas en retard. Honnêtement, on n'est pas en retard. Ce que nous dit la BCE, en tout cas. Hein. Et puis, le risque de découragement des entreprises, c'était vous qui posiez la question, madame, hein, oui. C'est beaucoup lié à la question des normes, quand même. Vous faites votre premier diag, deuxième diag, vous dites, je vais quand même essayer de faire quelque chose, je vais isoler, je vais machin, tac. Et puis arrive le DNSH, la CSRD, le machin, le truc. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que ça voulait dire dans ma vie quotidienne, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Hein. Et j'ai cru comprendre que vous proposiez le test PME, c'est formidable. Indispensable. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah oui, non. Le veto, donc, il était catégorique de la part de Julien de Normandie, mais ça reste quand même la doxa du ministère de l'Agriculture. C'est un peu dommage parce que, loin de moi l'idée de faire la promotion de ce genre de production, mais il y a un côté industriel à côté duquel on ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'on a des startups. Et c'est des belles entreprises pour demain, quoi, s'il y a une autorisation de la Commission européenne à un moment ou à un autre. Oui. Et autant qu'on est dans nos rayons des produits français plutôt que des produits américains, hollandais ou israéliens, quoi. Ben oui, voilà. Je suis bien d'accord. Merci. Est-ce que d'autres collègues, Daniel Laurent, a une question à vous poser? Oui, ça va. Monsieur le directeur général, merci de toutes les informations que vous nous donnez. Moi, c'est une question simple. Vous avez parlé des industriels, vous avez parlé des petites et moyennes entreprises. Une question qui me vient à l'idée, parce que dans mon territoire, qui est un territoire rural, et vous savez très bien qu'il y a souvent un déséquilibre entre les territoires métropolitains, urbains et les territoires ruraux, où les entreprises s'implantent moins facilement, et où nous devons maintenir un maillage sanitaire. Alors je dis sanitaire, pourquoi? Tout simplement, chez moi, j'ai une clinique vétérinaire, une petite clinique vétérinaire, qui est en train de grossir et qui a un projet important d'implantation et de grossissement. Est-ce que sur ce terrain-là, vous allez... J'ai compris que vous alliez sur la santé, sur les gros pôles de santé, les centres de recherche, mais les vétérinaires, c'est important aussi sur les territoires ruraux, puisque nous en manquons sur tous les territoires ruraux, et donc est-ce qu'ils peuvent bénéficier de certaines aides de votre part? Merci. Ah oui, bien sûr. Toutes les aides, absolument. Absolument, mais je suis sûr qu'on finance des cliniques vétérinaires en France. Oui, oui, en crédit et en fonds propres. À partir du moment où il y a un entrepreneur, il faut qu'il y ait un entrepreneur. Hein. Ils sont une dizaine. Donc il y a le personnel, il y a Non, bien sûr. Bien sûr, vous me donnerez le... Oui, on finance les pharmacies, on finance les cliniques, on finance les crèches, on finance tout ça, y compris en fonds propres. Y compris en capital. Alors on va faire deux questions à la foulée, une question de Jérôme Darras et une question de Martin Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, la BPI a été conçue dès l'origine pour travailler en étroite collaboration avec les régions. Je me rappelle que nous étions rencontrés
à Lille avec le président du conseil régional de l'époque, qui était sénateur aussi, Daniel Percheron. Oui. Les régions qui ont des compétences en matière d'innovation, de garantie. Qu'en est-il aujourd'hui de cette coopération? Quelles sont les conditions d'une bonne coopération et les exemples que vous pourriez nous donner? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci pour toutes vos explications. Deux petites questions. La première concernant le nombre de subventions possibles et inimaginables, j'allais dire, en France. Vous avez parlé de guichet unique. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un guichet unique qui gère l'ensemble de toutes les subventions auxquelles peut bénéficier une entreprise? Parce que je vois de plus en plus, vous parliez des régions tout à l'heure, des régions qui donnent des subventions, enfin, qui proposent des subventions aussi. Ça devient un maquis très compliqué pour les petites entreprises de trouver les bonnes subventions, et même elles les abandonnent le plus souvent. Et je me pose la question d'une forme de guichet unique qui serait non seulement le lieu où on expliquerait quelles subventions sont possibles, mais surtout qu'il traiterait les dossiers pour ces entreprises qui n'ont pas la capacité de le faire. Et j'en ai perdu ma deuxième question, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Si, question toute simple, est-ce que les associations peuvent bénéficier de BPI ou pas du tout quand elles sont en développement? Est-ce que le tissu associatif est en capacité de bénéficier de vos services? Merci. Merci. Moi, j'aurais une troisième question à ajouter qui concernerait la mission entreprise et climat. On est, et on ne peut que l'encourager, vers une utilisation beaucoup plus vertueuse du foncier. Et il y a des mesures assez importantes et voire draconiennes qui ont été prises et qui ont un impact. Alors c'est vous qui nous le direz. Est-ce qu'on a vraiment un impact sur le développement économique et industriel de par les mesures qui ont été prises sur l'utilisation du foncier? Il y a un rapport qui a été fait sur une mission flash en automne dernier sur la rareté du foncier économique, où on se rendait compte, par exemple, que 67% des projets de développement économique portés par des collectivités n'allaient pas au bout par manque de foncier. Est-ce que vous vous rendez compte, en tant que financeur, que les entreprises rencontrent aujourd'hui un véritable problème dans leur développement ou dans leur installation, de par les nouvelles directives qui ont été prises, les nouvelles directions qui ont été prises quant à l'utilisation du foncier? Merci. Ok. Les régions, la relation est très très bonne avec les régions. Les régions nous financent beaucoup. Elles abondent les fonds de garantie de BPI France crédit, TPE. Elles abondent les fonds de garantie innovation, presque toutes. Et elles financent nos accélérateurs, nos actions de conseil. Voilà. Il y a une région avec laquelle c'est beaucoup plus distendu, c'est la région Aquitaine, qui a fait le choix historiquement depuis plus de 10 ans maintenant de s'intégrer verticalement, en fait. Mais sinon, les 12 autres régions, plus les dom-tom, on travaille très très bien. Honnêtement, la relation est excellente. Le guichet unique. Alors, il y a un exemple, par exemple, c'est la ville de Paris. C'est nous qui distribuons les aides à l'innovation de la ville de Paris. C'est le programme dit InnovUp. Donc nous, on est tout à fait prêts à, effectivement, être le distributeur plus large de dispositifs subventionnels. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des entrepreneurs qui se disent, mais moi, je suis pas devenu entrepreneur pour aller faire le porte-à-porte des guichets subventionnels. J'entends d'ailleurs des entrepreneurs dire, mais arrêtez de nous donner des subventions, finalement, les CCI, les régions, les machins, donnez-nous juste un peu plus de liberté. Ça, c'est quand même un discours que j'entends beaucoup, ouais. Et qui est un discours légitime. Mais sinon, on est équipé pour faire ça. Alors, les très grosses subventions qui vont aux grandes entreprises, non. Encore qu'après tout, elles passent par chez nous. Les grosses subventions type ST Micro, Gigafactory, tout ça passe par la BPI. C'est nous qui décaissons, c'est nous qui instruisons, etc. Mais les grosses subventions climat, elles sont instruites par l'ADEME et, je pense, décaissées par l'ADEME. Voilà. Les associations, en fait, tout ce qui est non-profit, c'est la Banque des territoires. Nous, on subventionne uniquement les associations d'aide à la création d'entreprises. On en subventionne 300. Ça représente à peu près 50 millions d'euros par an. Et on ne fait que ça. Donc le monde associatif n'est pas notre monde. Sauf si l'association est à but de facto de construction d'un résultat opérationnel, elle est productive, etc.
Et le foncier, bah, il y a tout le débat sur les ânes, effectivement. On publie une étude, je pense qu'il vous intéressera, une étude où on a fait un travail de microgéographie territoire par territoire, qui s'intitule l'étude Industrie et territoire, et qui montre que, évidemment, les friches sont plutôt dans le nord-est, les talents sont dans les métropoles, souvent, et, par ailleurs, la culture industrielle fondamentale est restée très intacte dans un... J'espère ne choquer personne, hein, mais au fond, deux grandes zones géographiques. Il y a une zone qui va, grosso modo, du Havre à Bordeaux, tout ce qui est Mayenne, Vendée, etc. Là, il y a une culture de tissu, PME, ETI. L'ETI aide la PME, qui aide la TPE. Il y a tout le château de cartes des sous-traitants qui travaillent encore ensemble. Et puis, dans les familles, les enfants ont envie d'être entrepreneurs de l'industrie. Enfin, tout est resté, donc, à l'allemande. Et puis, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a encore beaucoup cette culture-là. Donc, les friches sont là-haut. Il y a beaucoup de très bons entrepreneurs de l'industrie qui sont plutôt à l'ouest, mais il n'y a plus de friches. Il y a très bons entrepreneurs qui sont en région Haut-Rhin, et il y a peu de friches. Et puis, il y a tous les nouveaux talents qui veulent participer à la réindustrialisation de la France, qui sont nos enfants dans les métropoles. Donc, ça crée quelque chose de difficile. Ça crée quelque chose de difficile, en fait. Non. Vous voyez, vous avez Vercors, qui, en fait, a démarré à Grenoble, et qui fait son usine dans les Hauts-de-France. Et ça, on l'aura de plus en plus. D'où, j'espère vous faire sourire, le slogan de la BPI, qui est « Mieux vaut délocaliser en Bourgogne qu'en Pologne ». Parce qu'en fait, c'est ça. Après tout, vous êtes à La Roche-sur-Yon, il n'y a plus de friches. Vous êtes à Vitré, par exemple. Vitré, il n'y a plus de friches. Et il y a plein d'entrepreneurs. Bah, il faut qu'ils aillent en Bourgogne. Mais Vitré-Bourgogne, c'est quand même c'est plus long que de prendre son avion pour aller à Wrocław. Et c'est la vérité de la vie des entrepreneurs industriels d'aujourd'hui, ça. Et c'est un problème qui concerne aussi des collectivités, parce qu'expliquer à une collectivité qu'elle peut pas recevoir une entreprise parce qu'il n'a pas le terrain, qu'il vaut mieux que l'entreprise elle aille 10, 15 ou 20 km plus loin parce que là-bas on a une friche, la collectivité elle dit oui, enfin bon, j'ai fait le boulot, c'est moi qui la ramène, c'est moi qui fais tout, elle ne s'installe pas chez moi, quoi. Et ben exactement. Ouais. C'est un problème aussi. Ouais. On avait Anne-Sophie Romani et Gilbert Favreau. Bonjour monsieur. Dans le cadre de l'accélération de la décarbonation, on entend beaucoup parler des SMR, les petits réacteurs modulaires à fission. Je voulais savoir si BPI France finançait et venait en soutien à ce genre d'activité. Voilà, c'est ma seule question. Ces problèmes d'urbanisme qui sont assez récents, on a le problème des grands projets régionaux qui aujourd'hui font que la région va déterminer les superficies et les grands projets qui pourront passer le cap de l'autorisation d'urbanisme. Est-ce que vous êtes consulté sur ces grands projets régionaux dans la politique ZAN assez récente? Alors, donc sur les SMR, oui, on les finance toutes. Oui, oui. Donc, tout simplement parce qu'il y a eu un appel à projet France 2030. Et l'appel à projet a octroyé des subventions très importantes, hein, à Jimmy, à Narea, à toutes ces boîtes-là. Donc, on les suit beaucoup, on y croit beaucoup. Et elles ont, pour certaines d'entre elles, gagné les appels à projets premières usines aussi. Hein. Donc, elles vont commencer à construire. Et on est dessus. Oui, oui, absolument. Absolument. Et la réponse à votre question est plutôt non. On essaie de s'insérer dans le schéma de développement régionaux, dans une discussion qui est une discussion générale, mais pas au point d'être consulté sur les grands projets des régions. D'accord. C'est tout à tout début aujourd'hui encore. Hein. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir? Moi, j'avais une toute petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui arrive à nos entreprises de commercialisation de prêt-à-porter, chaussures, San Marino, Celio, encore un ce matin, je ne sais plus le nom.
qui est mis sous sauvegarde? Est-ce qu'on aura bientôt plus d'entreprises françaises qui vont vendre des chaussures et des habits en France? Est-ce qu'il y a un mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous êtes suffisamment informé. Dans la distribution? Oui, dans la distribution. Ça fait longtemps que la distribution est très risquée. Et donc ça fait assez longtemps qu'en fait, en politique de risque de la BPI, on en est un peu sorti, pour être très franc. Ah oui. Ouais, on avait pris des grosses pertes. Ouais. Et la première chute, ça a été André, Chaussures André, pendant le Covid. Et c'est des métiers qui sont des métiers à très très faible marge. C'est des métiers, c'est des métiers de centimiers. En plus, avec une économie des centres-villes qui change quand même pas mal. Et puis l'explosion du digital. Donc, on avait investi dans Sarenza, par exemple. Sarenza qu'on a revendu en prenant une perte importante à Casino. Bon, ça existe toujours, hein. Simplement ça a été consolidé. C'est des métiers très difficiles. Très difficiles. Et c'est sûr que les grandes plateformes qui sont les plateformes chinoises, Zalando, la plateforme allemande, et puis Amazon. Ils font énormément de mal. Ça les tue, même. Bien. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Je tiens vraiment sincèrement à vous remercier, monsieur le directeur, déjà pour votre disponibilité, le temps que vous avez pris et vraiment la franchise de vos réponses et vraiment le côté très pointu, c'est ce qu'on attendait et vraiment vous y avez répondu de la meilleure des manières. Je suis convaincu que vos analyses seront bien précieuses pour la suite des travaux de nos différents rapporteurs. Je rappelle que l'examen des deux rapports dont on a parlé entre autres ce matin, auront lieu le 27 juin pour la mission financement et le 2 juillet pour la mission entreprise et climat. Avant de clôturer la séance, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de réunion plénière, la prochaine étant prévue le mardi 11 juin à 18h, avec la délégation à la prospective pour aborder la question de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc le 11 juin à 18h. Et le lendemain à 8h, nous aurons une nouvelle parole aux entrepreneurs avec le boulanger Éric Kayser. Voilà. Merci et bonne journée à tous. Merci encore, monsieur le directeur général.